Bienvenue en première classe, le balado qui vous convie à explorer divers sujets d'actualité de tout acabit portant sur le style de vie au masculin. Rejoignez-nous 2 fois par mois pour des discussions animées, parfois sérieuses, parfois amusantes, mais toujours pertinentes et intéressantes. En première classe est présenté par Gentologie, le magazine pour gentlemen, et est animé par moi-même, Normand Boulanger, éditeur et rédacteur en chef. Ce 5e épisode d'En première classe, une durée approximative de 40 minutes, met en vedette M. Émeric Comé, ancien chef cuisinier, ainsi que M. Pascal Aurier, ancien restaurateur. Ces 2 gentlemen sont à la tête du populaire balado On est dans le jus. Ce dernier nous plonge au cœur de l'univers fascinant des dessous de la gastronomie. Alors qu'on est dans le jus et le balado officiel de Montréal en lumière et que le volet gastronomique du Festival hivernal de la métropole débute ce jeudi 20 février, nous sommes de retour plus tôt que prévu pour vous permettre de profiter de leurs judicieux conseils. Explorez notre conversation avec ces 2 aficionados de la bonne chair, qu'elle soit raffinée ou décontractée, tant qu'elle est préparée avec soin. Sur ce, bonne écoute. Débutons tout de suite cette conversation avec Pascal et Émeric, 2 gentlemen que je connais très bien. Mais pour ceux qui ne connaissent pas les 2 fondateurs du balado On est dans le jus, est-ce que vous pourriez nous faire un bref historique de d'où vous venez et pourquoi le balado? Salut Normand, bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. On est très très content d'être dans ton podcast. On sait que toi-même, tu es un auditeur de longue date, tu nous suis beaucoup, donc merci pour ta fidélité. Et puis l'histoire d'On est dans le jus. En fait, moi j'étais cuisinier pendant 15 ans, dont 10 ans à Montréal. Pascal, il a été restaurateur pendant 20 ans à Montréal. On a travaillé nous ensemble pendant pas mal de temps, pas mal d'années. Et puis pour des raisons différentes, on a quitté la restauration. Moi pour des raisons de santé plus physique, Pascal plus pour des raisons de santé mentale, on va dire. C'est vrai. Confirme Pascal. Bonjour, c'est vrai, entièrement vrai. Et donc, mais on n'arrivait pas à complètement couper le cordon. Et puis, on était quand même, tu sais, quand t'es amoureux de la gastronomie, amoureux de la culture culinaire, amoureux des beaux produits québécois, amoureux de la restauration, c'est difficile de s'en aller. Et donc, c'est Pascal qui est venu avec cette idée de monter un podcast, recevoir des gens de la restauration, des cuisiniers, mais pas que, aussi des serveurs, des restaurateurs, des réparateurs de lave-vaisselle, pour parler de l'intérieur, de la restauration, de leur réalité. Et puis donc au début c'était nos amis, nos contacts, et puis petit à petit ça a grandi, et on a vu qu'il y avait quand même un intérêt. Les gens étaient vraiment intéressés. Ils nous disaient écoutez, merci de partager ça. Enfin, ils disaient plus merci à nos invités parce que c'est nos invités qui partageaient leur histoire. Et puis donc ça nous a amené à continuer. Et puis maintenant on va bientôt souffler dans une semaine nos 2 ans. Nos 2 ans d'émission. Wow, félicitations, c'est bien ça. C'est quand même gros pour un podcast là, parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui durent pas longtemps. Donc moi je suis assez fier de ça. Et vous êtes là à peu près à chaque semaine aussi. À peu près. Ouais, c'est ça. Quand c'est pas les vacances. Non, mais à date on a plus d'un épisode par semaine. Pendant quelques temps, on publiait beaucoup d'épisodes. On en publiait 2 par semaine. Là, ça faisait un peu trop. Donc là, on s'est fixé 1 par semaine, et puis on s'y tient. Ah, c'est bien ça. Puis, justement, par rapport, vous êtes des gens qui étaient dans le milieu de la restauration, vous étiez vraiment impliqués. Qu'est-ce que vous pensez justement par rapport au milieu de la restauration en général à Montréalais, Canadien, par rapport un peu à ce qui se fait en France, comme vous êtes 2 Français? On l'entend par votre accent. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez de ça, justement? C'est quoi la différence un peu entre les 2 milieux? Qu'est-ce qui fait que on se démarque ou on se différencie? Au niveau propriétaire de restaurant,
Je pense qu'il y a beaucoup moins d'aide, d'entretien de la part des différents paliers de gouvernement. En France, être restaurateur, être chef, ça fait partie d'une tradition, c'est rentré dans les valeurs. Ici, malheureusement, on doit se battre souvent contre les institutions à différents paliers. Et ça crée une sacrée différence au bout de la ligne, ça fatigue plus vite en fait aussi. Mais on sent qu'il y a du changement. Ouais, bah, ce qu'il faut, bah, c'est un peu une évidence, tu vois. La gastronomie en France, enfin la restauration en France, a plusieurs centaines d'années d'existence. Donc il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup de choses établies, il y a des formations qui sont beaucoup plus nombreuses. Il y a des associations de restaurateurs, des associations de cuisiniers qui existent. Donc il y a quand même un réseau structurel qui est très fort. Là où au Québec, je ne sais pas le reste du Canada, mais au Québec en tout cas, c'est encore assez balbutiement. Mais il y a quelque chose qui est incroyable qui se passe au Québec depuis, moi ça fait 12 ans que je suis là et que je vois depuis 12 ans, c'est qu'il y a quelque chose qui se construit. Il y a quelque chose qui change. Il y a une fierté de redécouvrir son terroir. Et il y a une jeune génération de chefs qui font des merveilles, qui ouvrent des restaurants qui sont fantastiques, qui sont délicieux, qui sont incroyables. Et c'est des chefs qui sont très bien formés, qui ont été faire des formations en Europe, notamment en Europe du Nord ou en France, aux États-Unis, et qui reviennent avec vraiment des pratiques de très très haut standard. Et ça, c'est quelque chose qui est génial dans la restauration québécoise, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Là où en France, tu vois, c'est plus, comme on dit chez nous, au plan-plan, tu vois, c'est les choses, bah, depuis 20 ans, ça bouge un peu, mais c'est pas, il n'y a pas de révolution majeure, quoi. Vous êtes toujours dans le balado en première classe présenté par Jeantologie. Après cette introduction de nos invités et une discussion déjà bien entamée sur la gastronomie québécoise et française, nous abordons maintenant le futur de la restauration dans la province et l'arrivée prochaine du guide Michelin version Québec ainsi que ses répercussions. Aujourd'hui, quand tu parles de la cuisine québécoise à l'étranger, les gens ont du mal à la définir. Même ici, des fois, il y a des gens qui ont du mal à la définir aussi. Bonne écoute. Pour poursuivre la discussion, j'aimerais savoir quelle est votre opinion sur l'arrivée du guide Michelin au Québec. Pour ceux qui n'ont pas écouté votre épisode sur ce sujet, est-ce que ce sera bon pour le Québec? Est-ce que ça va amener un petit peu de compétition à relever un peu le niveau encore ici? Ou Ah, ça là, c'est va... la question avec une lettre, une À lettre 10 000 majuscule. dollars. Ouais. Pascal, vas-y, commence. Alors, ben, tu sais, Normand, il y a toujours du bon et du mauvais quand il y a du changement. Le guide Michelin, ça a une renommée internationale. Ça va mettre le Québec sur la map. Aujourd'hui, quand tu parles de la cuisine québécoise à l'étranger, les gens ont du mal à la définir. Ah, Et si, si, même un non, non, peu... je suis pas d'accord, ils ont pas de mal. C'est la poutine et le sirop d'érable. Point barre. Ouais, mais c'est... Ouais, et encore, ouais, et même, j'allais dire, avant que Emmerich me coupe, que même ici, des fois, il y a des gens qui ont du mal à la définir aussi. Et peut-être que l'arrivée d'un guide qui donne des jalons, qui donne des références, va permettre de s'aligner un peu plus sur comment, c'est quoi. Ensuite, le négatif, bah, c'est que bien sûr, quand il y a de la compétition, bah, si t'es pas prêt, bah, ça peut avoir des effets nocifs. Tu sais, il y a toujours des gens jaloux, il y a toujours des gens avec de mauvaises intentions, que ce soit dans la restauration ou pas. Et quand tu as ce type d'entreprise qui arrive avec l'impact économique que ça devrait engendrer, ça risque de créer des problèmes. Donc le truc, c'est se préparer. Et je pense que je suis candide. Je pense que
Il y a des institutions comme la table ronde qui permet justement à ces restaurants qui sont assez qui ont la possibilité d'avoir des étoiles ou d'être mentionnés dans le guide Michelin, qui les aident à se préparer, à garder une certaine solidarité entre eux. Donc moi, je suis positif, je pense que ça va amener beaucoup de bien. Malheureusement, ça va faire monter les prix des restaurants. Ça, c'est le truc négatif. Négatif, positif pour les restaurateurs. En effet. Mais je suis d'accord avec Pascal, là, c'est quand même, je rajouterais même un truc, c'est que c'est très excitant de voir l'arrivée du Michelin, qui est une référence mondiale, qui est la référence mondiale numéro 1 en termes de valorisation et de récompense des restaurants. Donc, je suis très, très excité de voir, j'attends avec excitation le nom des restaurants québécois qui vont être décorés de une étoile Michelin, voire même, pourquoi pas, peut-être 2, ce qui serait fantastique. Mais comme a dit Pascal avec à juste titre, ça vient avec une pression, et je pense que les restaurateurs qui veulent avoir l'étoile Michelin sous-estiment un peu cette pression-là, et les cuisiniers également, quoi. Donc ça c'est quelque chose. C'est quelque chose qu'il faut anticiper. Donc, Je veux bien expliquer, je vais essayer de t'expliquer un peu mieux la pression dont on parle, Normand, parce que peut-être que c'est pas assez clair pour les gens. Du jour au lendemain, le carnet de réservation vont être complètement différent entre les différents restaurants. Du jour au lendemain, dans la nuit, il va y avoir une annonce telle date, on ne sait pas encore la date exacte où il va y avoir la journée des Michelin, où vont être remis les étoiles ou pas. Et dans la nuit, il va y avoir un écart entre des restaurants qui étaient côte à côte la veille. Et ça, cet impact-là, il est très dur à définir et il va être énorme. Donc, quelqu'un qui, par exemple, imaginons, il y a quelqu'un qui va avoir une étoile et son voisin il va avoir 2 étoiles, ça va changer, ça va être 2 games différentes. Et ça, je pense que cet impact-là économique, il y a beaucoup de il y a beaucoup de gens qui ont du mal à l'évaluer parce que personne ne sait ce que c'est exactement le Michelin. c'est ça. En France, les restaurants, quand ils passent de 1 à 2 étoiles ou de 2 à 3 étoiles, les restaurants qui sont habitués limitent leur nombre de places. Donc, tu vois, par exemple, Lousteau de Baumanière, De Glenvielle. de Glenvielle, dans le sud de la France, il est passé de 75 à 45 places en 2020 quand il a eu sa troisième étoile. Il est passé de 2 à 3 étoiles. Il a presque diminué par 2 son nombre de places parce que la pression pour garder une qualité constante et l'attente des clients est complètement différente pour un 3 étoiles. Alors, je pense pas que cette année on aura des 3 étoiles au Michelin. On n'est pas encore rendu là. Mais effectivement, Pascal a raison. Un resto qui va avoir une étoile au Michelin, dans les 3 jours, va être complet pour les 6 prochains mois. Ça, c'est une certitude. Finalement, ça va être comme le Sabayon. Voilà, ouais. Ça va être comme le Sabayon. Comme ça. Et ça va être impossible d'avoir des places, ça va créer de la frustration. Les gens vont avoir une attente encore plus grande. Et ça va être compliqué. Et puis, ça va être plus de pression pour les cuisiniers. Il va falloir recruter très, très vite, former très, très vite et arriver à délivrer des... Très vite. À des niveaux d'excellence incroyables. À des niveaux d'excellence tout de suite. Donc ça, c'est... Donc, Normand, pour récapituler, tout est dans la préparation. Et est-ce que les gens sont bien préparés? Ça, c'est la question. Si je vais sur la suite de tout ça par rapport au futur de la restauration au Québec, est-ce qu'on devrait justement avoir, pour élever ce niveau d'excellence, avoir des meilleures écoles pour encore plus élever le niveau de cuisinier puis mettre en valeur justement cette profession-là? On a le THQ qui fait super bien, mais est-ce qu'on devrait encore élever par rapport à ce qu'on retrouve ailleurs, le niveau justement, puis justement valoriser la profession aussi? Oui, on doit absolument, c'est le point principal, on doit professionnaliser le secteur de la restauration. Pas forcément élever le niveau des formations parce que l'ITHQ a des formations
comparable à ce qui se fait en Europe. Pearson aussi. Mais par contre, il faut plus d'écoles de formation au niveau des cuisiniers, mais aussi au niveau des serveurs et aussi au niveau des restaurateurs. Tu vois, aujourd'hui, il y a trop de gens qui font qui font ça, qui considèrent le métier de serveur ou le métier de cuisinier comme un job étudiant. Donc, alors, pour certains types de restos, comme peut-être certains casse-croûtes ou certains fast-food, oui, je suis d'accord. Mais pour d'autres restaurants plus haut de gamme, c'est un métier. C'est un métier, ça s'apprend. Et tout comme pour les restaurateurs, aujourd'hui, il y a trop de gens, mais bon, ça c'est aussi en France aussi, qui ont le rêve d'ouvrir un resto, ah bah quand je serai à ma retraite, je vais ouvrir un resto pour passer le temps, quoi. Non, c'est pas, enfin c'est un métier, c'est tellement dur, il faut des formations, il faut être accompagné. Et tu as tout à fait raison, Normand, le futur de la restauration au Québec doit passer par plus de formation et par une professionnalisation du secteur. Alors, je vais aller plus loin même, je vais revenir sur le point. La différence entre la France et le Québec là-dedans, c'est que par exemple, un restaurateur paye moins de taxes que le reste de la population. Tu vois, la population française est taxée à 18,5%. Le français, 19,6. Hein. 19,6, ça a changé, parce que ça fait oui, 20 ans que je suis plus là-bas quand même. Et alors que la restauration, c'est 5,5. Donc tu vois, il y a déjà une aide à la base. Et ensuite, je vais venir sur les formations. On a parlé récemment à un boulanger et il nous disait, parce que la boulangerie fait partie de la restauration quand même, apparemment, les formations de boulanger sont très courtes, très superficielles. Elles durent 6 mois alors qu'elles devraient durer 2-3 ans. Donc, tu vois, il y a ce genre de métier-là, il faudrait travailler dessus pour proposer une vraie structure. Il faudrait qu'il y ait des états généraux des métiers de la gastronomie pour dire, OK, c'est quoi, comment on va se préparer à devenir meilleur. Vous êtes toujours dans le balado en première classe présenté par Jeantologie. Dans cette deuxième partie, nous discutons avec messieurs Ommier et Aurier de la façon dont ils ont découvert le Festival Montréal en Lumière, de leur titre de balado officiel de ce dernier, ainsi que des événements à ne pas manquer. C'est un événement qui est incroyable, incroyable. Moi, je ne connais pas un événement de ce niveau-là ailleurs dans le monde. Bonne écoute. Alors que Montréal en Lumière débute demain, jeudi 20 février, est-ce que vous pourriez nous dire un peu quel était votre parcours et vos premiers contacts avec Montréal en Lumière, que ce soit en tant que restaurateur, mais maintenant vous êtes en tant que média. Donc, est-ce que ça a changé quelque chose à votre approche? Alors, moi, en tant que restaurateur, ça fait pendant des années, j'ai proposé à Montréal en Lumière de participer et d'inviter un chef dans mon restaurant. Alors, il faut préciser, Normand, que j'avais un restaurant végétarien à l'époque et qui est devenu vegan juste un mois avant la pandémie, en 2020. Et donc, pendant plusieurs années, j'ai contacté l'organisation de Montréal en Lumière pour dire, OK, le végétarisme mérite d'avoir ses lettres de noblesse. Moi, je peux faire inviter des chefs réputés en France et même mondialement au Québec, à Montréal, et leur proposer une carte pour montrer que le végétarisme peut être à un haut niveau. Bon, malheureusement, l'organisation n'était pas intéressée par ma proposition, même si je l'ai proposé pendant plusieurs années. Et donc, jusqu'au jour où j'étais quand même assez insistant, et on a réussi à imposer nos brunchs pendant l'événement. Mais pour moi, c'était pas pareil. Inviter un chef aurait été quand même beaucoup plus sympa. Et ensuite, ça s'est avéré une évidence avec Emric quand on a monté le podcast, en fait. Un jour, on avait laissé un peu ça derrière nous, et puis on a vu l'annonce de la conférence de presse du dévoilement. Et là, on s'est dit, c'était, tu vois, une éclair, et c'était une évidence pour nous de couvrir cet événement parce que c'est un événement qui est incroyable, incroyable. Moi, je connais pas un événement de ce niveau-là ailleurs dans le monde.
Tu rassembles une cinquantaine de chefs qui viennent de partout dans le monde, bon, principalement de France parce que c'est Air France qui fournit les billets d'avion, et parce qu'on a une tradition, et parce qu'on a une tradition de cuisine française aussi quand même. Mais c'est incroyable, ça donne une ouverture sur la cuisine québécoise, montréalaise, au monde extérieur. C'est un événement exceptionnel pour moi en tout cas. En fait, ce qu'il faut bien comprendre avec Montréal en Lumière, alors Montréal en Lumière, il y a la partie musique que nous on couvre pas et qu'on serait, enfin comment en tout cas je serais bien incapable de couvrir. Mais il y a une partie gastronomie qui est, comme dit Pascal, absolument incroyable. Et il faut bien comprendre que les chefs qui sont invités à cuisiner dans les restaurants montréalais font partie de l'élite de la gastronomie mondiale. C'est vraiment des références, des superstars. Et c'est comme si aujourd'hui, tu avais un festival, pour reprendre le parallèle avec la musique, où tu avais Beyoncé, Taylor Swift et Rihanna qui venaient qui venaient dans le même festival, quoi. Tu vois, c'est un peu le parallèle avec la gastronomie. Alors et je trouve que c'est pas assez mis en avant ou c'est pas assez reconnu. Tu vois, pour moi c'est un festival, c'est le meilleur festival pour moi personnellement. Je te parle de tout intérêt confondu. Bah moi je suis un passionné de gastronomie, donc Facile. c'est facile à dire, mais je trouve que c'est oui, il y a, comme dit Pascal, je connais pas un autre événement dans le monde où il y a de telles superstars de la gastronomie qui viennent, et c'est vraiment vraiment une chance d'avoir ça à Montréal, d'avoir ça au Québec, et donc j'invite vraiment tous les auditeurs à se renseigner sur les cuisiniers qui viennent parce que c'est fantastique, c'est fantastique. C'est justement par rapport à ça, parce qu'on présente un peu comme le festival de la fête de l'hiver, sans nécessairement insister sur la gastronomie quand on le présente en général, parce qu'il y a comme deux aspects. Puis vous savez pourquoi il y a deux aspects. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a l'aspect musique, parce qu'à cause des... c'est là qu'on réussit à avoir des... comment on appelle ça? Des fonds, en fait, pour justement présenter ce festival-là. Parce que aussitôt qu'il y a de la culture dans un festival, on réussit à avoir des... pas des commandites, là, mais vraiment des aides gouvernementales et tout ça. Parce que c'est vraiment pour ça qu'il y a un côté musical, à moins que je me trompe, là, mais souvent, c'est pour ça qu'on voit même des événements de gastronomie. Pourquoi il y a tout le temps une scène avec un band qui joue dans les trucs, mais c'est vraiment parce que il y a ce côté-là de culture qui doit être là tout le temps pour justement avoir des subventions, des fonds gouvernementaux. J'ai une petite question, si tu me permets, pour toi, Oui. Normand. Oui. Pascal parlait de soutien et qu'il faut plus de soutien à la restauration. Moi, j'en suis convaincu, mais je te pose la question quand même. Est-ce que tu ne penses pas que la gastronomie fait partie de la culture? Oui, La culture oui. d'un peuple? Oui, moi j'ai étudié en gestion hôtelière, si vous ne le savez pas. J'étais au Collège Mérisy à Québec, qui est un peu la l'ITHQ de la ville de Québec. Et puis c'est vraiment, j'y crois vraiment, puis je trouve qu'il y a beaucoup de restaurants qui se la font trop facile, qu'on a comme trop de, tu sais, il y a un restaurant qui commence à avoir un peu de succès, puis là ils se reproduisent en chaîne, puis là on dirait que ça vient comme briser l'authenticité de ce restaurant-là. Puis tu sais, je comprends que c'est un concept qu'on veut développer pour faire plus d'argent avec le moins d'investissement parce qu'on reproduit une recette. Mais tu sais, au final, tu sais, je prends un exemple qui m'a touché beaucoup, c'est le Fugadi Pizza. Tu sais. Le Fugadi, la formule originale était super le fun, juste à côté dans Pointe-Saint-Charles. Puis là, ils ont commencé à reproduire ça, et puis le produit s'est un peu dilué, qui devenait de la livraison et tout ça. C'est comme.
on dirait que ça dilue aussitôt que t'as un petit truc qui commence à être intéressant. On dirait qu'on veut le reproduire. Puis je pense que chaque restaurant a besoin de son unicité. Puis c'est, tu sais, on voit ça en France. Là, Glenville ne ferait pas un deuxième Lousteau ou quelque chose comme ça. Tu sais. Il y a des... Surtout à emporter. Hein. C'est un peu ça. Je trouve que, tu sais, on parle de. J'ai vu Normand Laprise qu'il a eu très difficile là, récemment. Là, on a failli perdre le Toqué, qui aurait été malheureux. Ça aurait été vraiment malheureux pour notre patrimoine L'histoire. québécois. Là. Puis, tu sais, on s'entend que tu sais, j'ai l'impression que ça a comme à peu près passé. Comme un cheveu sur la soupe. Il n'y a personne qui s'en est rendu compte à peu près que ça aurait pu arriver. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas justement soutenir ces restaurateurs-là. Puis je trouve que ton initiative d'avoir des états généraux sur le métier serait vraiment intéressant. Mais je pense que le gouvernement, il est pas rendu là encore. Fait que, Non. malheureusement. Puis. Mais encore une fois, Normand, c'est à tous les niveaux. Le truc, c'est que c'est au niveau municipal, c'est au niveau provincial, c'est au niveau fédéral, c'est vraiment à tous les niveaux. Il faut vraiment que la chaîne, tu vois, là, tu viens de dire quelque chose d'important, c'est que tu dis, le festival, il a lieu parce que tu as une portion de musique et les subventions sont là. Tu vois, c'est un problème. C'est comme vous disiez, la nourriture, c'est la culture, c'est qui on est, ce qu'on fait, c'est identitaire, c'est historique, et peut-être plus que la musique même. C'est peut-être plus identitaire que la musique. Et attention, hein, la musique, j'adore ça. Hein, mais pourquoi être obligé de faire un festival avec 2 volets pour avoir des subventions? C'est incroyable, incroyable. Bon, en tout cas, il existe et c'est ça le plus important. C'est un super événement et j'invite toutes les personnes qui ne le connaissent pas à aller à travers le site. Alors le site, pour être honnête avec vous, il est pas super, mais au moins il vous donne les grandes lignes. Justement, si on continue sur Montréal en Lumière, vous êtes le balado officiel de Montréal en Lumière. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous accroche là, justement par rapport à être le balado officiel, puis qu'est-ce que ça vous donne? Vous étiez là l'année dernière avec, vous avez fait un peu des entrevues un peu underground avec les chefs, mais cette année vous êtes le balado officiel, et puis qu'est-ce que ça vous donne? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte de plus, en fait, vous qui êtes déjà très branché avec les chefs? Nous, en fait, ça rejoint un peu ce que je disais là. Je trouve qu'on n'est pas que ce festival, la partie gastronomique, est pas rendue à sa juste valeur au niveau de la reconnaissance, au niveau de la notoriété. Et donc, nous, c'est ce qu'on essaye on essaye d'en parler. On a fait des balados de présentation et puis on va faire effectivement, je sais pas si peut-être on en parlera tantôt, des balados pendant Montréal en Lumière. Mais on est allé voir l'équipe et on leur a dit là, c'est pas possible. Je me rappelle encore de cette réunion avec il y avait tout le marketing de Spectra qui est derrière ça. Il y avait Julie Martel qui est fantastique et on leur a dit là, c'est pas possible. C'est le meilleur festival de gastronomie en Amérique du Nord et on n'en parle pas assez. Il y a quelques articles dans les médias, mais c'est pas assez là. C'est des superstars qui viennent, donc il faut en parler. Et donc je pense qu'on a été bon, peut-être ils ont dit OK, ils ont un peu eu peur de notre enthousiasme. Ils ont dit OK, c'est bon, on est partenaire, donc on est quand même très fiers d'être partenaire officiel, partenaire média officiel. Donc on va en gros, on a eu un peu plus d'accès. On a un accès officiel à ces restaurants. On n'est plus obligé de passer par la porte arrière de la cuisine et puis dire ça te tente-tu de faire une interview? Donc là, on peut rentrer par la grande porte. Ils ont été super sympas, Moral Spectra, parce qu'ils nous ont donné la programmation un petit peu en avance. Donc comme ça, on a pu faire 2 balados de présentation des chefs et des événements qui allaient avoir et
et le diffuser dès que la conférence de presse de présentation était officialisée, était passée, la programmation était officielle et on a pu diffuser nos balados. Donc ça, c'était vraiment cool. Vous êtes chanceux, moi, je n'ai même pas eu l'invitation cette année pour la conférence de presse. Tu vois. Ah, ben, nous, on l'a demandé quand même. OK. Ouais, mais. On est passé par la cuisine. Ouais. Ouais, il a raison, Émeric. Mais et malheureusement, encore une fois, tu vois, malgré tout la bonne volonté qu'ils ont, le volet, celui qui rapporte de l'argent, c'est pas le volet gastronomique, c'est le volet musique. Donc pourquoi dépenser beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie dans quelque chose qui n'est pas rentable Qui n'est pas rentable pour eux. pour eux? Ouais. Mais si on va dans le côté un peu plus positif, quels sont selon vous les chefs et les événements à ne pas manquer durant Montréal en lumière? Alors moi, je vais commencer par celui qui a lieu dès jeudi. On n'en a pas parlé dans le podcast de Révélation, mais je suis rapidement. Mais là, je vais en parler. C'est la venue de la jeune Sonia Bichet au Ferreira. Alors Sonia, c'est une meilleure ouvrier de France, écaillère, une fille, une jeune dame qui a un dynamisme incroyable, incroyable. Je l'ai croisée à plusieurs reprises, un peu partout, récemment au CIRA à Lyon. Et elle était sur tous les bons coups, sur toutes les photos, sur toutes les vidéos. Donc une jeune pleine d'ambition, mais tu sais, l'ambition positive où elle est là pour soutenir. C'est super important. Elle est là. La différence, c'est que du fond, on parle d'ambition d'un côté négatif, mais là, il y a beaucoup de gens qui ont de l'ambition et qui sont pas là pour écraser les autres. Et ces gens-là, il faut les mettre en valeur. Et Sonia, elle a une ambition, elle a une vision, et même si c'est pas une cuisinière, elle va proposer un menu incroyable qui parle de la chaîne alimentaire dans l'océan. Wow. Donc ça va être très beau. Elle s'est donné, donne beaucoup d'énergie. En plus, elle fait un lien avec Sandra Ferreira et sa sœur. Et ça permet de donner peut-être une image un peu plus moderne, un peu plus féminin au Ferreira. Ouais, puis c'est vraiment intéressant, justement. Si on juste parler un petit aparté sur le Ferreira, c'est super intéressant, la transition qui s'opère entre le père et les filles. Magnifique. C'est vraiment une transition réussie dans ce restaurant-là. C'est rare qu'on a des projets qui durent comme ça. Puis je connais Sandra personnellement, puis c'est vraiment, vraiment le fun de voir ça, que le restaurant perdure et puis que les deux filles se soient aussi impliquées puis soient aussi passionnées par la restauration. Sandra qui était à New York et qui est revenue au Québec il y a quelques années, puis qui a repris un peu avec sa sœur justement le projet du Ferreira puis du Campo aussi. Donc, Ah ouais. Mais si vous avez pas, je sais pas si tu as fait un podcast avec Sandra, nous on en a fait un, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller l'écouter. Sandra, c'est une personne incroyable. Justement, le feat entre Sandra Ferreira et Sonia Bichet. Déjà, on le voit sur les réseaux sociaux. Elle est arrivée dimanche, Sonia, là, et on voit déjà qu'elles sont en train de parler. Elles sont toujours en train de discuter autour d'une table. Il y a un vrai échange qui va dégager sur quelque chose d'incroyable, je pense. Moi, je voudrais parler de deux événements qui m'excitent particulièrement. Et c'est des Québécois qui ont réussi à l'étranger. On parlait de la montée en gamme et de la montée en connaissance et de la montée de la restauration québécoise. Donc, c'est deux exemples qui illustrent ça. Le premier, c'est Jessica Rosval qui va cuisiner à l'ITHQ. Jessica Rosval, c'est une Québécoise. Je ne sais pas si elle est montréalaise, je ne sais plus. C'est une Québécoise qui, depuis 10 ans, est le bras droit du cuisinier italien Massimo Bottura, qui est tout simplement l'un des meilleurs
qui a été nommé 2 fois meilleur cuisinier du monde, qui a révolutionné la cuisine italienne. Et ça fait 10 ans que c'est son bras droit. C'est elle elle a ouvert l'auberge de Massimo Bottura quand il a décidé d'ouvrir une auberge en plus de son restaurant gastronomique 3 étoiles. Bon, l'année suivante, elle a eu une étoile Michelin. Elle a été nommée meilleure chef en Italie. Et donc là, elle vient juste une soirée. Alors malheureusement, c'est complet, mais c'était complet très vite. Elle vient cuisiner à l'ITHQ avec Karine Beauchamp. Ça va être une soirée qui est vraiment exceptionnelle. Et un deuxième exemple qui est peut-être un peu moins connu, et là, je crois qu'il reste des places, c'est au Chasse et Pêche. Le club Chasse et Pêche reçoit un couple de Québécois. En tout cas, lui, Noam Guédaloff est québécois. Il est montréalais, lui. C'est un chef montréalais qui est parti avec sa femme Natalia Edenova, je m'excuse pour la prononciation, qui est d'origine ukrainienne. Bref. Et donc, ils sont partis tous les deux à Paris. Ville de la gastronomie haut de gamme, je pense qu'on peut se mettre d'accord avec ça. Et ils ont monté un resto et ils ont eu une étoile Michelin en 2018. Donc ça, c'est le Comice, le restaurant Le Comice. Le Comice. Et donc, ils vont pour 2 soirs cuisiner au Chasse et Pêche, montrer leur savoir-faire. Et donc, je trouve ça fantastique de voir des Québécois qui portent haut les couleurs du Québec, de la gastronomie québécoise à l'étranger, dans des pays aussi prestigieux en gastronomie que la France et l'Italie. C'est vraiment intéressant. J'avais rencontré Massimo Bottura à C de Montréal il y a quelques années. C'est quelque chose, hein? Osteria Francescana, puis il est tellement gentil, il est tellement simple, honnêtement. C'est pas je pense qu'il s'en fout pas la tête. Je pense qu'aussi, il sait avec son fils qui a une maladie, qui a une paralysie ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement de la maladie de son fils, mais je pense que ça doit ramener un peu sur terre aussi vraiment la personne qu'il est, puis qu'il doit tout le temps penser à ce genre de petites choses pour pas s'enfler la tête, justement, dans les sur son voyons. Sur son parcours et sur la célébrité et puis sur la... Exactement. Puis, c'est ça, c'est vraiment le fun. Puis, au Chasse et Pêche, une autre petite aparté, on a Joris Garcia, qui est le sommelier qui est présentement au concours du meilleur sommelier des Amériques. Cette semaine, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose. Ce restaurant-là est vraiment encore... Il est connu, mais il est encore un peu en dessous. C'est un peu identique à tous les restaurants qu'ont les 2 associés, Claude Pelletier et Hubert Marsollet. Ils font depuis des décennies des restaurants haut de gamme à Montréal et très peu connus du grand public. Ouais. Donc ces gens-là méritent d'être mis en valeur aussi parce qu'ils font un travail de scène, d'arrière-scène, là, de préparation qui est incroyable, une qualité qui est toujours au rendez-vous, des équipes de professionnels. Donc ouais, si vous connaissez pas le Chasse et Pêche, vous devriez faire un tour, même si c'est pas pendant Montréal en lumière, c'est sûr. Ah, c'est vraiment un restaurant incroyable, là. Puis même aussi l'autre, voyons... Le filet, le serpent. Le filet, le serpent. Le serpent. Et ils ont une chaîne de restaurants de pâtes, Il Mio. Il Mio, oui, c'est vraiment intéressant. Et si on continue dans Montréal en lumière, vous allez faire 3 balados devant public. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que c'est complet? Alors, déjà, il y a une nouvelle, c'est qu'il y en a un qui vient d'être annulé. OK. celui avec Louise Bourra parce que tout simplement elle a annulé sa venue à Montréal. OK. C'est dommage, c'était une personne intéressante. J'avais eu le privilège de rencontrer Louise avec Elena, chez qui elle devait aller. Donc j'étais là à leur première rencontre à Lisbonne et on sentait qu'il y avait une atmosphère vraiment incroyable. Malheureusement, elle a décidé de pas venir parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie actuellement et pour d'autres raisons que j'ignore. Ouais. On est en train de la remplacer. On a trouvé une remplaçante au nom de Bérangère Fagard. OK. Bérangère Fagard, il faut souligner quand même son enthousiasme. C'est une personne qui a déjà... Alors, on a appris le désistement de Louise la semaine dernière et on a contacté Bérangère le lendemain. Elle a dit oui de suite et elle arrive jeudi. OK.
Donc en moins de 10 jours, elle a préparé sa venue, elle a préparé un menu, elle est super excitée. Et Bérangère, elle a un restaurant à Paris qui s'appelle Solène. De Solène, et elle est coprésidente de l'organisme Écotable, qui est un gros organisme pour l'environnement, certification environnementale en France. Wow. Donc c'est un profil super intéressant. On va faire ce podcast-là, du coup, toujours en public, le 24 février. Lundi 24 février. Donc là, on n'a pas encore mis, on valide les heures et tout ça, et le lieu, on valide tout ça. Et donc là, ça devrait être les places devraient être mis en ligne. Assez rapidement. Assez rapidement. C'est complètement gratuit. C'est premier arrivé, premier servi. Premier inscrit, premier servi. Ouais, premier inscrit, premier servi. Samedi 22, au Boulevardier, on va faire un podcast avec Mallory Gabzi. Mallory Gabzi, c'est un jeune cuisinier qui est belge, mais qui a ouvert son restaurant à Paris, qui a une étoile Michelin, qui est vraiment l'avenir de la grande cuisine gastronomique, qui a une histoire personnelle assez forte, qui est une superstar qui a fait à la télévision, qui a fait Top Chef. Il a fait une autre émission de télé aussi. Cauchemar en cuisine. Cauchemar en cuisine, ça c'est complet. Et le 6 mars. Le 6 mars. Le 6 mars, ouais. Ouais, je vais être là. Alors là, on reçoit, on a du lourd. Là, il reste des places. On reçoit, on a le privilège de recevoir Amaury Bourg, qui est tout simplement le chef du restaurant d'Alain Ducasse. Le Meurice à Paris. Chef de Cédric Grolet aussi, il faut le dire quand même. Le pâtissier, c'est Cédric Grolet. Donc si vous êtes un peu sur Facebook ou Instagram, vous le connaissez forcément, vous l'avez déjà vu passer. Et donc 2 étoiles Michelin, vraiment une référence mondiale. Un jeune aussi, il a moins de 40 ans. Ça va être un grand moment. Un grand moment. Et là, il reste des places, encore une fois, complètement gratuit. Il reste 5-6 places, hein, tu vois. Donc, ouais. C'est pour dire, Normand, il va sûrement avoir sa 3e étoile fin mars en France avec le gala là. Petit papier, Pascal, tu le sais? Non, mais je dis, les pronostics sont pour qu'il soit sur le bon chemin pour avoir une 3e étoile. Donc vraiment là, si vous aimez découvrir la très haute gastronomie, à $160 le menu, je vous dis, c'est cadeau. Wow. Le même menu à Paris, au Meurice, c'est 400 €. Wow, ok. Donc, à quelque chose près, hein, mais donc, c'est vraiment, ça peut paraître cher, mais c'est vraiment une expérience gastronomique incroyable que les gens vont vivre ces soirs-là au Boulevardier. Donc le Boulevardier, qui est le restaurant dont le chef est Florimond Hanoteau. Dans le Germain. Dans le Germain, c'est un restaurant. Si vous le connaissez pas, il faut vraiment que vous y alliez parce que c'est un restaurant qui monte en puissance. Florimond est quelqu'un de très intelligent. Il planifie tout bien, tout est carré, tout est propre, tout est. Sa cuisine est vraiment, vraiment super bonne. C'est vraiment une place à découvrir, le Boulevardier. Et justement, si on revient comme ça, vite, sur le Michelin, est-ce que vous avez une pensée quand les prix vont être dévoilés ici? Est-ce qu'on le sait? On ne sait toujours pas officiellement quand les prix vont être dévoilés. Alors, de temps en temps, il y a des rumeurs qui sortent. Ah, j'ai reçu une invitation. Ouais. Mais il faut savoir que même si on va savoir un peu à l'avance quand on va avoir les remises, les chefs qui vont être nommés le savent seulement une semaine avant. OK. Parce que d'après moi, ça va être probablement à l'automne, selon ce qui est la logique, parce qu'on a 2 autres événements, Toronto et Vancouver, à l'automne. Donc, ce serait la logique que ce soit à l'automne parce que les gens de Michelin ne viendront pas 3 fois en Amérique du Nord non plus. Là, Mais apparemment, ça serait ce printemps, Normand. Ah, OK. Donc, les gens, là, pensent avril-mai. OK, parce que moi, j'avais un ami qui travaille chez un
un partenaire de Michelin et puis elle n'était pas au courant encore. Donc, donc, c'est ça. Fait que, donc, Le truc, c'est qu'ils ont annoncé le printemps, donc ça serait dur pour eux, je pense, de remettre à l'automne. Je pense que les gens qui ont investi de l'argent dans cette opération, s'ils respectent pas leur délai de mise en, ça serait vraiment un échec de pas utiliser l'été pour OK. justement amener plus de clientèle étrangère au Canada, OK. ce qui est quand même incroyable. Il y a une opportunité là qui est à saisir, qui est magnifique. Les États-Unis sont un peu deviennent un peu ouais, un peu quelconque, on va Ouais. dire. Ouais. Le dollar canadien descend, donc il y a vraiment tous les éléments pour attirer et pour retenir déjà tous les Canadiens qui voyagent ailleurs aux États-Unis d'habitude vont rester sur le territoire. Tous les étrangers, tous les Européens qui d'habitude vont aux États-Unis risquent de venir au Canada avec l'arrivée du Michelin, là, ça risque d'être un été magnifique à Montréal au niveau du tourisme. Il y a une opportunité incroyable là qui se profile. Dans cette dernière partie, nous demandons aux deux acolytes du balado On est dans le jus quels sont leurs restaurants préférés à Montréal, ceux à découvrir ou même à redécouvrir. Elle fait des sandwichs comme j'en ai jamais mangé là. C'est vraiment super. Elle utilise des ingrédients locaux. Elle fait une vraie cuisine dans ses sandwichs. Sur ce, bonne écoute et bonne fin de balado. Et si, pour terminer, si disons, je vous demandais votre restaurant de coup de cœur à Montréal et pourquoi, sans faire de jaloux entre personnes, mais juste un restaurant de coup de cœur ou que vous voulez nous faire découvrir à Montréal. Bah, écoute, moi, je vais te parler d'un. Là, on a parlé beaucoup de restaurants gastronomiques et tout ça. Moi, je vais te parler d'une place à sandwich. D'une femme québécoise qui s'appelle Judith Laflamme. Son restaurant, c'est à Montréal. Ça s'appelle Le Takeout, mais on peut aussi manger sur place. C'est sur Bélanger et Saint-Hubert. Et elle a été formée bah, notamment en France avec des chefs très, 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 très talentueux. Elle-même est vraiment très talentueuse, très motivée. Et elle fait des sandwichs comme j'en ai jamais mangé là. C'est vraiment super. Elle utilise des ingrédients locaux. Elle fait une vraie cuisine dans ses sandwichs. Et c'est la preuve qu'on peut bien manger pour vraiment pas cher. Donc, je vous encourage à aller essayer ce restaurant, le Takeout, Bélanger et Saint-Hubert. C'est bien. Et Pascal? Alors moi, Je te voyais, je je te vais voyais faire beaucoup, réfléchir, là. je vais me faire beaucoup de de gens qui vont venir me parler, mais il y a un restaurant où je vais assez souvent, de beaucoup moins souvent qu'avant parce que les prix ont fortement augmenté dans tous les restaurants, bien sûr. Mais un restaurant où je me sens un peu comme à la maison. Donc c'est Le Filet justement du groupe de Hubert Marsollet et de Claude Pelletier. Le Filet qui est sur l'avenue Mont-Royal à côté de l'avenue du Parc. Un service incroyable, une qualité, un rapport qualité-prix qui Ouais, est très 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 bon, je trouve. ouais. Bien sûr, aujourd'hui, c'est relatif, hein, il faut rester quand même honnête. Il y a 10 ans, c'était beaucoup plus rentable qu'aujourd'hui. C'était beaucoup plus rapport qualité-prix qu'aujourd'hui, mais ça reste quand même une très belle adresse pour les prix du marché. Ouais. Ouais, c'est vraiment exceptionnel. Puis Ouais. l'atmosphère est magnifique. Le niveau de service dans leur restaurant est tout le temps incroyable là, aussi. Je pense que ils cherchent vraiment des gens professionnels aussi. Ouais. Et si vous y allez, vous pouvez dire que vous m'avez écouté à Gaïska, qui est le maître d'hôtel, et il va peut-être vous faire la bise. Ouais, on parlait de professionnalisation du secteur. Et là, c'est vraiment un exemple de service professionnel avec un vrai savoir-faire et vraiment
Je tiens à dire, c'est un de mes restaurants préférés parce qu'il y a une habitude. Mais si j'avais vécu dans le Vieux-Montréal, je tiens à parler du Monarque. Ok, parce que le Monarque, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe là-bas. Il y a une vision sur le long terme, ils proposent quelque chose d'unique, je trouve. Ils ont eu l'audace de créer 2 types de cuisine et les prix sont très raisonnables par rapport, encore une fois, au prix du marché, bien sûr. Une qualité, un professionnalisme, que ce soit cocktail, nourriture, si tu vois, si j'avais vécu, si mon restaurant avait été pas loin, parce que moi j'avais un restaurant Parc et Mont-Royal, donc c'était vraiment le filet, c'était à côté, et je connaissais Gaïska de mon ancien restaurant préféré, qui était le Continental sur l'avenue Saint-Denis, donc il travaillait là-bas et il a fait le transfert au filet il y a une 12aine d'années ou 13 ans à peu près. Et c'est pour ça que j'ai un peu suivi quand le Continental a fermé. Là, j'ai suivi les anciens employés du Continental. Il était là, donc c'est pour ça. C'est vraiment. Mais le Monarque a une qualité qu'il faut souligner aussi, un professionnalisme, cette même vision du professionnalisme. Oui. C'est quand même incroyable. En même temps, c'est un autre exemple de transfert aussi de génération de Richard Bastien à Chérine Bastien aussi, qui est un peu comme on parlait tout à l'heure avec le Ferreira, c'est vraiment intéressant. Un peu la passation du métier entre les deux, c'est vraiment intéressant. Exactement. D'ailleurs, on va faire un podcast avec les deux là très prochainement après le Montréal en Lumière, je suppose, parce que il faut souligner cette transition là. Déjà tenir un restaurant pendant quelques années, c'est un challenge incroyable. Et faire une transition là, je pense qu'on pourrait compter sur les doigts d'une main les restaurants qui ont pu faire les transitions générationnelles. Bon, bien, c'est vraiment intéressant de voir, puis ça ouvre justement cette porte sur un de vos prochains épisodes. Puis en attendant, on laisse les gens aller vous écouter sur vos épisodes qui vont être là durant Montréal en Lumière et aussi qui vont assister à vos podcasts réservés. Ici, il reste encore de la place. Nous, on va se voir le 6 mars. Super. Voilà. Ouais, j'ai vu ton nom là, j'étais bien content que tu viennes. Mais on va peut-être faire un 4e, on verra, on annoncera ça. Tout ça, de toute façon, suivez nos nouvelles sur nos réseaux sociaux là, et puis parce que ça bouge beaucoup, on a beaucoup de propositions pendant ce Montréal en Lumière. Parfait, et merci beaucoup, messieurs. Et puis, merci Normand. On se revoit très bientôt. Jantologie, le magazine pour gentlemen, est ravi de vous avoir présenté le balado en première classe, une production du groupe Jantologie Média. Pour rejoindre le club par Jantologie, rendez-vous sur jantologie.com/club. Nous vous remercions, chers auditeurs, d'avoir écouté notre 5e épisode avec les gentlemen dont on est dans le jus. N'oubliez pas de nous suivre sur notre site web ainsi que sur les différentes plateformes de balado-diffusion et nos réseaux sociaux à En Première Classe. Rendez-vous le 5 mars prochain pour un épisode captivant sur les croisières de luxe, suite à mon expérience personnelle à bord du Explora 2 d'Explora Journeys. À bientôt!